Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un replay de notre conférence du 27 mars 2025 à Marseille, donnée à l'occasion du salon Google Discover organisé par la FEPSEM. Nous étions présents en tant que sponsor avec 1492.vision, mais aussi en tant que conférenciers. Pour cette conférence, nous avions cherché à fournir de la valeur, des choses actionnables, plutôt que de faire de la pub ou une démo de notre service. Pendant ce replay, nous nous permettrons d'en dire un peu plus sur le service 1492.vision, qui est au cœur des données que nous avons utilisées. Je suis Sylvain Doré, à mon compte depuis 1997. J'ai une expérience de développeur et d'éditeur. J'ai travaillé sur des gros projets de dev très techniques, édité des sites dans différents domaines, y compris en affiliation pendant des années. Et j'ai toujours eu un penchant prononcé pour tout ce qui est technique et R&D. Aujourd'hui, l'essentiel de mon activité est l'édition de SaaS. Vous connaissez peut-être Cocon.se, un outil de crawl et de visualisation du maillage interne de sites web, ou Xspin, un service permettant de créer des master spins polymorphes. Le dernier service en date est 1492.vision, que j'édite avec Damien. C'est un service de capture et d'analyse de la data Discover. Bonjour, je suis Damien. J'ai aussi un profil technique. Euh, je, je suis aussi connu sous le nom de Handel. Je fais beaucoup de R&D de POC. J'ai une expérience en éditeur de site et notamment du trafic sur Google Images. Et aujourd'hui, je me concentre sur Discover. On va parler beaucoup d'entités aujourd'hui, donc le cœur de la présentation, c'est bien, c'est bien Discover, mais pour poser correctement les bases, il faut commencer par faire un petit détour. Et donc quand on parle entité, quand on pense entité, on va, sans doute penser à des marques, des personnes célèbres ou, des concepts plus abstraits peut-être comme, machine learning par exemple. Dans le contexte du SEO, on a en tête les panels Knowledge Graph que Google nous affiche sur sa SERP, comme ici par exemple celui sur Marseille. Et en fait, pour Google, une entité, c'est un identifiant qui désigne de manière non équivoque un concept dans son Knowledge Graph. Ces concepts, ces entités, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que Google a pris sa data? C'est en partie, mais en partie seulement, issu de sources publiques. On a des choses qui vont venir de Wikipédia, de Freebase, qui a été acheté et digéré par Google en 2010, qui fait partie maintenant de son API Knowledge Graph. D'autres sources de données comme Wikidata. Wikidata, c'est une version structurée de données extraites de Wikipédia, et d'autres choses moins connues, comme par exemple une base de données de statistiques mondiale éditée par la CIA. Ces entités alimentent Google en informations sémantiques, c'est Google lui-même qui le dit sur sa fiche. Et ce qui donne cette dimension sémantique, c'est l'aspect graphe, puisque c'est quelque chose qu'on oublie parfois, qu'on ne voit pas toujours tout à fait clairement au travers des outils que Google met en face des utilisateurs. Mais ce qui fait la force du knowledge graph, ce sont les relations entre les différentes entités qu'il compose. Et ces relations sont riches, ce n'est pas uniquement des liens comme on peut le voir sur le web. On appelle ça des prédicats. Et on voit ici, par exemple, dans le cas de Sergey Brin, on a et de nationalité américaine, a fondé Google, a étudié à Stanford, Google qui a son siège social à Mountain View, etc. On a des choses assez complexes. Et à partir de ce graphe, on peut modéliser des écosystèmes complexes en prenant une entité et les entités avec lesquelles elle a des relations, ces entités voisines. Et ça permet d'avoir des choses comme par exemple ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est une page Google, une SERP un petit peu spéciale de Google auquel on peut accéder en donnant un identifiant précis de son knowledge graph. Donc ce sont des identifiants de type slash m slash ou slash g slash, enfin, qui se reconnaissent vraiment, qui ont un formalisme très précis. Et là, Google nous montre tout ce qu'il connaît sur cette entité. Donc ici, cette entité, c'est l'équipe réserve de l'OM, Olympique de Marseille 2, c'est le nom associé à l'entité. Et on voit que grâce aux relations, en plus de l'entité elle-même, Google fait des liens avec les matchs que cette équipe a fait, son classement, les joueurs qui constituent l'équipe, et ici, chacun des joueurs est lui aussi une entité qui a ses propres relations,
On a des articles qui parlent spécifiquement de cette équipe, l'Olympique de Marseille B, et des choses, un petit peu plus, spécifiques, comme ici par exemple un site qui a une place particulière, sofoot.com, qui, est un site de référence, qui a une autorité, spécifique sur, cette thématique, sur cette entité. Et ce knowledge graph, Damien, il est vraiment central dans tous les services de Google. Tout à fait. Le knowledge graph est central dans tous les services de Google. Comme on peut le voir ici à droite, une liste non complète, mais des services les plus importants qui montrent notamment donc Google Discover, où on va voir que dedans des entités qu'on va retrouver sur chaque carte. Chaque carte est composée d'une ou plusieurs URL, qui va être composée de chaque URL d'entités de tendance. On va voir plus tard aussi dans Google Chrome chaque URL visitée par l'utilisateur, enfin par le compte du Google Chrome. Euh, une ou plusieurs entités par URL. Google News, de manière très similaire à Google Discover, chaque actualité, chaque URL d'actualité va se retrouver avec ses entités aussi. Google Trends, on va retrouver pareil des entités avec leurs tendances. Google Maps, là un peu différent, ça va être des adresses. Chaque adresse locale composée dans Google Maps est une entité. YouTube, on va avoir un système de recommandation un peu comme Google Discover pour le coup. Euh, il va avoir aussi pour chaque recommandation des tags qui sont en fait des entités. Google My Business, donc chaque page de Google My Business est une entité. Et là, l'avantage, c'est que vu que la page a été ajoutée par par une entreprise, du coup, Google la valide et va être un peu plus forte que les autres parce que c'est une entité validée et non une entité découverte, détectée par les algos, le machine learning de Google. Alors ici, on va voir alors un exemple de où on pourrait trouver ces entités, où se trouvent ces entités. Donc avec l'Omnibox ici, donc c'est la barre universelle de Google Chrome. Donc on va taper une à plusieurs lettres. On va se retrouver avec une suggeste de recherche. Notamment là, on a commencé à taper Ronaldo, enfin en tout cas les premières lettres de Ronaldo. Et on va se retrouver avec donc plusieurs types de recherches. Donc cherche history, et en fait tout simplement donc un suggest de recherche que j'ai déjà effectué. Et ensuite d'autres recherches donc, qui sont typées cherche suggest entity. Donc c'est vraiment des recherches qui sont faites des entités. Et donc ce suggest-là va être personnalisé par utilisateur selon son historique, selon ses recherches, etc. Si on commence par ça, par le knowledge graph, par les entités, c'est que ce knowledge graph et les entités qu'il compose jouent un rôle absolument crucial pour Discover. Et ça, c'est pas juste des corrélations ou une supposition, ce sont des choses qui, au fil du temps et de la data qu'on a vu passer, qui n'est pas forcément toujours exposée à l'utilisateur, mais ça finit par devenir des certitudes. Et aujourd'hui, tout indique que Google continue, au travers de tous ces services, de renforcer le rôle de ces entités pour la pertinence des résultats, la recommandation et aussi la personnalisation de ces résultats et de ces flux. Ici, on va retrouver un exemple encore de où on pourrait trouver ces fameuses entités. Euh, on a ouvert la page de compte, donc c'est une page qui se trouve sur son compte Google, où on va retrouver les topics que l'on suit, donc les entités finalement que l'on suit. Et on va voir que le topic est égal à entité, puisque ici on a une liste donc du coup de sujets suivis sur Discover, notamment Knowledge Graph, donc le nom Knowledge Graph. Et quand on regarde le code source de la page, on va se rendre compte que ce knowledge graph est en fait l'entité slash g slash, etc., qui est donc l'ID de l'entité correspondante à knowledge graph.
Ces entités, que Google, associe, notamment aux URL, aux cartes Discover, on est curieux bien sûr, on a voulu voir un petit peu de quoi il s'agissait. Donc on a pris 2 mois de notre data, Discover, donc c'est les 2 premiers mois de 2025, janvier-février. On avait 1,5 million d'articles, uniquement en français. On a décortiqué un petit peu tout ce qu'il y avait et on s'est retrouvé avec 65 000 entités différentes, 65 000 entités associées. Chaque entité, dans le knowledge graph, a un type particulier. On remarque, ici, par exemple, au passage, qu'on peut avoir beaucoup d'entités en nombre de type personne et beaucoup moins d'entités de type marque, alors qu'en nombre d'articles, par contre, les marques s'en sortent plutôt bien et ça, c'est des choses qui transparaissent aussi, dans les articles qui fonctionnent bien sur Discover, sont aussi des choses sur lesquelles on peut avoir du levier. Parmi toutes ces entités, on a encore détaillé, on a vérifié d'où elles provenaient. On a vu les différentes sources de Google, avec quoi il alimentait son knowledge graph. Donc on a 63% des entités qui proviennent de Wikidata, les entités de type /m/. On a d'autres entités, 26%, qui ne proviennent pas de Wikidata, mais si on interroge l'API Knowledge Graph de Google, qui au passage est une API publique et gratuite tant qu'on n'a pas un usage exagéré, Google nous donne les informations, enfin quel est le titre, la description, le type de l'entité, etc. Donc là, on récupère 26% d'entités. Et ce qui nous a le plus posé question, ce sont ces 11% d'entités inconnues que Google balade dans ses flux, qu'il utilise en interne, qu'il associe à des cartes, mais pour lesquelles il ne veut rien nous dire, même quand on interroge son API de Knowledge Graph. Et donc là, Damien a mené l'enquête pour voir un petit peu de quoi il pouvait s'agir. Ici, on va voir une entité, donc cette fameuse entité qui n'est pas disponible dans cette API Knowledge Graph disponible par Google. Et du coup, on a utilisé le paramètre KGMID que l'on peut taper donc, via la recherche, enfin via l'URL google.com. On va rajouter ce paramètre KGMID avec l'ID de l'entité. Et là, on va voir du coup en résultat sur la page Google l'entité dont on veut le résultat. Ici, c'est Cuisine AZ, donc c'est ici une entité de type site, donc avec ces informations, donc un résultat, un site links du site et des notes de confiance. euh, et surtout donc les liaisons qui sont faites du site avec les réseaux sociaux, c'est ces réseaux sociaux, on voit Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Euh, on voit que la note de confiance peut changer. Donc chaque entité a une note de confiance qui va au fur et à mesure du temps euh, modifier. Peut être modifié dans le temps. Il faut savoir aussi qu'une entité, en fait, peut sortir du knowledge graph officiel. Elle va pas être supprimée, mais en tout cas, elle va sortir pour aller sur le knowledge graph entre parenthèses temporaires si jamais elle reçoit vraiment une mauvaise, voilà, une mauvaise réputation, qu'une mauvaise confiance, elle va en sortir. Elle peut en revenir évidemment, mais attention à ce qui est fait aussi sur l'entité du site. Notre exemple d'entité de type site avec Régal, toujours pareil, on a tapé le paramètre KGMID avec l'entité, l'ID de l'entité, /g/, et on se retrouve avec les informations, l'URL du site, ses réseaux sociaux et encore des notes de confiance. On va avoir un autre type d'entité. Donc on sait que les entités, ça peut être de type, on l'a vu, personne, brand, donc marque, lieu, des objets. Ça va être, on l'a dit tout à l'heure, des adresses locales, des sites, mais il y a aussi des auteurs. Donc un auteur est détecté donc par Google sur les sites et va être donné via un ID d'entité.
Donc ici, on a tapé le KGMID/G, etc. Et on se retrouve avec donc Audrey Chen, qui est un auteur de Cuisine à Z et de déco.fr, et et qu'on va voir aussi donc ces liens de réseaux sociaux. Donc elle est bien reliée via ces deux sites-là. Donc on sait que Audrey Chen écrit pour Cuisine à Z et déco.fr, mais donc est reliée via une thématique ou plusieurs thématiques. Donc là, on peut deviner cuisine et donc déco, tout ce qui va être décoration. Euh, un auteur peut avoir du coup, enfin va avoir un rank, ce qu'on appelle un auteur rank. Donc au plus il y a de mentions de l'auteur via des réseaux sociaux, via des sites comme des gros sites avec grosse autorité, plus l'auteur va avoir un auteur rank élevé et ça va permettre notamment à l'indexation d'URL quand l'auteur est relié à tel article, etc. Avoir des articles qui s'indexent beaucoup plus vite. Donc là, on voit que Google sait très bien relier les points et n'est pas forcément dupe face à des profils comme celui-ci, des auteurs qui sont très, voire trop prolixes, qui touchent à tout, qui n'ont pas forcément d'existence, pas d'activité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est classique, sur, les sites, faits à la va-vite, enfin complètement, automatisés, ou sur les sites de vente de liens où par, opportunité, on va, mettre des articles et des sujets, donc relier ces auteurs sur des thématiques, complètement différentes de ce qu'on avait auparavant. Alors, on ne dit pas que c'est rédhibitoire, il n'est pas indispensable de n'avoir que des auteurs à forte autorité, crédibilité. On peut rentrer et performer sur Discover avec des auteurs bidons, voire sans auteur. Simplement, un auteur qui va avoir une bonne expertise, des mentions, de l'activité sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu auparavant pour le cas de Audrey Chen, donnera un gros boost à ses articles et au site pour lequel il écrit. Un petit aparté, au passage pour insister vraiment sur le fait que ces entités sont communes à tous les services, Google, même si c'est pas toujours, visible pour nous. Ici, par exemple, sur Google News, si on prend un article d'Audrey Chen, on aura un lien vers sa page auteur sur Google News, ici, enfin, qui ne montre rien de spécial, qui a l'air vide. Mais, via les données, obfusquées qu'il y a sur cette page, on peut en fait, en les décodant, remonter vers son identifiant de knowledge graph qu'on a vu tout à l'heure, et donc vraiment l'identifiant précis, slash et slash, qui correspond à son entité. Donc c'est vraiment, enfin c'est pas juste le nom, c'est vraiment l'entité derrière, sous-jacente, qui se transmet, qui est présente au travers de tous les services Google. Ici, on va continuer avec ces fameuses entités, ces différents types qu'on peut voir d'entités, et pour insister sur le fait que les entités ne, ne, c'est vraiment pas limité aux entités de Wikipédia. Donc, on va avoir un autre type qui est ici les produits. Donc, un produit est une entité. Donc, on peut le voir sur l'URL, toujours avec ce KGMID/G, etc. Et on se retrouve avec donc ce format de résultats avec le nom du produit, la fameuse étoile qui donne une note au produit, sa taille, son style, etc., etc. Et notamment avec un bouton Store qui va en fait mentionner tous les magasins qui vendent ce produit-là. Il faut savoir que Google référence de 2024 à 2025, parce qu'on peut voir là aussi le prix, il va référencer tous les jours le prix pour savoir si le prix change. Donc il a vraiment un historique de 2024-2025, de vraiment tous les jours, tous les mois, ce prix-là, quoi. Et ces produits, on verra plus tard, enfin, dans les flux Discover, enfin, c'est pas juste anecdotique, c'est quelque Ouais. chose qui peut être utile. Ça, donc c'était pour dire, donc on revient un petit peu sur le foot, c'était pour souligner, Damien, que les relations entre les entités, enfin le navire de Google, il est en fait très, très dynamique, ça peut être très réactif et parfois changer en temps quasi réel, sans attendre de mise à jour du Wikidata, par exemple. Tout à fait, oui. Alors, comment expliquer ça? C'est notamment, j'ai un joueur de foot. Je vais prendre un joueur de foot qu'on voit ici sur l'écran, Gaël Lafont. Gaël Lafont change d'équipe, ne joue plus pour l'OM et puis va jouer pour Montpellier, par exemple.
mais ce n'est pas mentionné notamment dans Wikidata, qui permet aussi Wikidata de faire les mises à jour au niveau du knowledge graph de Google. Il y a un match qui se passe de Montpellier, Gaël Lafont-Marc, et cela permet à Google de le savoir, de, de pouvoir mettre à jour du coup l'entité Gaël Lafont, et notamment le prédicat et la relation. Du coup, Gaël Lafont va avoir une nouvelle relation, va avoir une relation avec Montpellier, puisqu'il joue maintenant avec Montpellier. Ces entités, ce knowledge graph, Google ne l'a pas inventé, ne le tient pas à jour avec, on a vu, enfin, tout le volume d'entités qu'il y a à maintenir à jour en temps réel parfois pour certaines. C'est pas uniquement pour nous afficher le petit panel sur les SERPs. Ça lui permet aussi de rendre certaines requêtes moins ambiguës. Ça, c'est une des forces du knowledge graph et de ses relations, permettre d'avoir du contexte. Ça lui permet aussi de proposer des recherches corrélées, toujours par exploration des liens les plus proches entre ces entités. Il s'en sert également pour déterminer des tendances, voir au niveau du temps quelles entités prennent ou pas de l'importance. Mais ça, c'est la partie visible. En fait, les entités, toutes ces entités sont également utilisées par Google pour profiler les utilisateurs. Profiler les utilisateurs pour personnaliser les résultats de recherche, lui proposer quelque chose d'encore plus pertinent. Et c'est d'autant plus important dans le cadre de Discover où on n'a plus directement de recherche clairement exprimée par l'utilisateur, mais simplement un flux personnalisé qui devient de plus en plus pertinent au fur et à mesure qu'on utilise le service. Et pour faire ça, donc c'est pas une théorie complotiste, on a les traces, on a les preuves. Google espionne vraiment tout ce que vous faites et dans ce qui est transmis à ces serveurs, les entités y ont une place vraiment critique. Oui, tout à fait. Alors, je fais une petite parenthèse pour revenir sur cette histoire de Marseille et d'entité qui se met à jour, que j'ai oublié de préciser. C'est qu'en fait, que si le joueur Marc joue dans une nouvelle équipe et marque, où beaucoup de sites et de gros médias vont parler de ça. Donc, dans le texte, sémantiquement dans le texte, on va avoir que le joueur est lié au club Montpellier. Et du coup, Google va ben, forcément scraper, récupérer toutes ces URL-là. Et on va bien voir le lien entre le joueur et Montpellier qui se fait sur tout un tas de gros médias avec autorité, etc. Donc, il est sûr quand il va faire les mises à jour, il va être sûr de lui. Euh, alors, pour revenir sur Google Chrome, euh, donc effectivement, Google Chrome est donc un espion et on va voir qu'il récupère pas mal d'informations et qu'il est capable de faire pas mal de choses. Euh, Quand l'on visite une URL et qu'on utilise Google Chrome, chaque URL va contenir plusieurs entités. Ces entités-là ont un score de confiance et à chaque fois vont être envoyées au serveur de Google et on va voir ça plus tard. Donc là, un exemple. Donc sur cette capture-là, on peut voir chaque ligne est égale à une URL visitée avec ces entités et son score de confiance. Et ici, c'est tronqué, on ne le voit pas, mais en réalité, il y a aussi plusieurs colonnes qui contiennent le temps resté sur la page, le timestamp de la visite de l'URL, etc., etc. Euh, alors je reviens quand même sur cette histoire d'identité. Quand on visite chaque URL, Google récupère les entités liées aux URL. Ce qu'il va faire, c'est vu que le nombre d'utilisateurs qu'utilise Google Chrome est quand même monstrueux, c'est-à-dire que, admettons, j'ai un utilisateur qui visite une page qui parle de Ronaldo. Un utilisateur visite une page qui parle de Messi, etc., etc. On se retrouve avec un profilage d'utilisateur. Cet utilisateur parle de foot. Si j'ai 20 000, 30 000, 40 000, voire plus utilisateurs qui vont aller sur des URL qui parlent de Cristiano Ronaldo dans l'heure. Google va avoir cette information-là.
ça va lui permettre de savoir, OK, il y a une tendance sur Cristiano Ronaldo, automatiquement. Autre chose qu'il lui permet de faire en récupérant donc toutes ces informations d'identité liées aux URL visités, il va pouvoir faire un profilage type d'utilisateur, c'est-à-dire que si les utilisateurs qui visitent des URL liées à Cristiano Ronaldo, donc l'entité Cristiano Ronaldo, visitent aussi Lionel Messi, que un nouveau utilisateur crée un compte Google, n'a pas d'historique. On voit qu'il va juste visiter une page sur Cristiano Ronaldo. Je vais lui proposer, sur en tout cas Discover, des articles de Lionel Messi parce que les utilisateurs que j'ai dans mon dataset qui visitent Cristiano Ronaldo ont déjà visité Messi. Donc je vais lui proposer. Il y a un autre aspect aussi, ça va être au niveau du, alors de la géolocalisation. Ce qui fait, c'est que si tous les utilisateurs qui sont allés à Lyon ont, ont visité des URL liées à des restaurants, eux, ils ont visité ces URL restaurants à 19h. Un nouveau, quand je dis un nouveau utilisateur qui vient pour la première fois à Lyon, ben sur son Discover, on va peut-être avoir des URL, on va sans doute même très probablement avoir des URL à 10, vers 19h sur des restaurants. Voilà. Alors ici, une petite démo, on a ouvert Google Chrome et puis on s'est mis à faire une navigation classique sur Google Chrome. Donc on commence par ouvrir un nouvel onglet et puis on va retrouver donc dans la data, en fait, non visible par l'utilisateur, hein, qui est transféré entre le navigateur et les serveurs de Google. On va voir qu'il y a un JSON ici avec l'information, le titre du nouvel onglet et un timestamp quand j'ai ouvert ce nouvel onglet. Je continue ma recherche. Je tape FEPSEM donc dans la barre universelle de Google qui me renvoie vers la SERP FEPSEM, donc dans le résultat de Google FEPSEM. On voit l'URL, le titre donc de la page, ainsi que son timestamp quand j'ai atterri sur cette page de résultats de Google FEPSEM. Là, on continue notre navigation. Donc, on est donc sur ce fameux résultat FEPSEM de Google. On va cliquer sur le premier lien, donc qui est le lien officiel pardon, de la FEPSEM. Donc, on va voir donc l'URL fepsem.org. Puis ensuite, on va voir une nouvelle URL qui est en fait le référeur donc de là où je viens. Donc, je viens de Google. Le titre de la page de la FEPSEM. Encore le timestamp pour savoir quand est-ce que j'ai atterri sur cette page. De nouvelles informations qui est le nom du PC, donc c'est-à-dire c'est le nom que j'ai donné lors de l'installation de mon ordinateur. Et là, ces fameuses entités qu'on retrouve ici, qui sont liées du coup à l'URL donc de la page d'accueil de la fepsem.org avec l'ID de l'entité, son score de confiance. J'ai continué ma navigation, donc je suis sur l'accueil de la FEPSEM et je vais cliquer sur la page KSO de la FEPSEM. Ici, encore une fois, j'ai des entités liées à l'URL. Alors ici, ce sont les entités que l'on appelle de type topic, puisqu'il y a des entités topiques, donc qui vont permettre de donner des catégories un peu à la page, et des entités plus détaillées. Ici, on montre que les entités de type topic. On va voir un marketing, internet, publicité, technologie, entreprise, qui sont liées à cette page et toujours avec ce score de confiance. Une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on peut exploiter ça? Donc bah, déjà, il semble évident qu'il faut prendre en compte les entités et que pour être pertinent, pour devenir autorité sur une thématique, il faut être présent sur les bonnes entités et leurs entités connexes en exploitant les relations entre les entités pour bien couvrir le sujet, pour devenir autorité sur le sujet. Il faut garder à l'esprit, dans le cadre de Discover spécifiquement, que Discover ajoute un poids extrêmement fort sur les entités qui sont populaires et tendances. Donc des choses qui peuvent varier très fort au fil du temps, qui ne sont pas forcément gravées en dur dans le knowledge graph. Et ces co-entités, ces tendances sur les entités, évoluent en fonction de l'actualité et du contexte.
Un exemple typique récemment, quand on a Florent Manodou, le sportif qui apparaît dans Danse avec les stars, son entité devient tendance dans la catégorie art et divertissement et on a des articles qui sont, ciblés sur son actualité et ce qui se passe au sein de l'émission associée à d'autres entités, d'autres personnes. Son entité n'est pas forcément tendance dans la catégorie sport, par exemple. Ces entités, pour qu'elles soient reconnues au mieux par Google, on va essayer de lui faciliter le boulot, de lui mâcher le travail. Donc, un des points importants, faciles à faire, c'est de mettre les entités importantes dans le titre ou vers le début du texte, mais surtout d'éviter les contextes ambigus. Par exemple, si on fait un article sur un sportif, on ne va pas hésiter à rappeler son sport, son équipe, donner le maximum de contexte. Ça permet de lever le doute et aussi d'avoir des entités qui, aujourd'hui ou demain, potentiellement, seront populaires et permettront de se raccrocher à notre entité principale. S'il reste encore un doute ou si on veut forcer le trait, on peut utiliser le balisage schema.org qui permet de taguer explicitement avec les relations CMAS, de taguer spécifiquement des personnes, des marques, etc. Mais encore, pour aller un petit peu plus loin, on peut renforcer la compréhension de l'univers sémantique de ce qu'on écrit, de notre article, de nos entités, avec des co-occurrences, des liens avec des entités reconnues. Et dans ce cadre-là, le maillage interne va avoir une importance forte puisque les liens entre articles sur des articles connexes avec des entités qui sont similaires ou des entités partagées entre plusieurs articles va avoir un impact global, va être reconnu par Google. Donc, toujours les tendances à ne pas oublier. On peut utiliser Google Trends, surtout pour tout ce qui est enfin, vraiment récurrent marronnier, où là, on aura ce qu'il faut, ça va bien revenir. À l'échelle de Discover, Google Trends reste quand même assez peu réactif, donc là, ça ne va pas être suffisant. Il faudra des outils vraiment ciblés Discover beaucoup plus temps réel, comme ce qu'on peut trouver sur 1492, alors que Google Trends, pour les tendances de fond, par exemple, quand est-ce qu'il faut commencer à tondre sa pelouse ou la saison des cerises, là, Google Trends va bien s'en sortir. Ces entités, et mettre des entités dans les articles, c'est suffisamment puissant que ça peut être à double tranchant. Si on en abuse, ça peut être contre-productif, comme on va le voir dans l'exemple suivant, Damien. Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'images, mais on reste toujours sur ces entités. Dans Google Discover, il y a un algorithme d'affichage, de priorité d'affichage qui va aller de faible à élevé. Première explication, ça peut être donc une erreur technique, c'est-à-dire des images trop petites, de mauvais format ou un tag, robot manquant par rapport pour les images, qui va faire qu'on va avoir un faible affichage au niveau de ces cartes. Mais il y a une deuxième explication, un deuxième cas qui est en fait au niveau des entités des tendances, c'est-à-dire que si on arrive avec une URL liée avec des entités qui est dans un pic descendant, donc perte de vitesse, Google Discover va choisir donc la faible affichage de priorité sur ces cartes. On parle donc de ces entités-là, de ces bonnes entités-là qui sont de tendance. Maintenant, comment faire pour les trouver? Il y a une méthode qui est très simple, mais très basique aussi, qui va être Google Images. Ici, donc je suis sur Google Images, je tape mon mot-clé que je veux. Là, dans cet exemple-là, c'est galette des rois. Je me retrouve forcément avec des images, mais juste au-dessus, je me retrouve avec des petites vignettes, donc petites images avec des mots qui sont en fait des entités, du coup, des entités liées au mot-clé que j'ai tapé, pardon, galette des rois. Donc là, on va voir Cyrignac, chocolat, amande, etc., etc. Donc, on retrouve évidemment les ingrédients pour faire une galette des rois, ce qui est logique. Mais on va retrouver des entités plus rares, plus non communes, peu communes, ici qui va être Cyril Lignac, donc qui est une entité de type personne, Nutella et Pasquier qui vont être des entités de type marque, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est des entités un peu qui fonctionnent bien sur Discover et notamment qui rajoutent cet aspect rare, originalité à son article
par rapport à ce que peuvent faire les autres. Tous ceux qui vont faire des articles sur Discover sur la galette des rois vont mettre chocolat, vont mettre amande, etc., etc. Par contre, ceux qui vont peut-être mettre Cyril Lignac, Nutella, Pasquier, et là, ils seront plus rares et vont apporter une touche de pertinence en plus par rapport à l'originalité. Attention, quand on prend ces entités-là, on peut toujours vérifier via Google Trends par exemple, si elles sont toujours tendance, il y a toujours ce fameux pic de tendance. Alors un autre exemple ici, Marseille, donc on retrouve, les classiques, Notre-Dame, les Calanques, l'OM, l'équipe de foot et cetera. Et là, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est qu'en fait, il faut faire attention. Ici, on a bien des entités, mais dans le contexte de Google Images, et donc on peut avoir un biais. Donc on va retrouver des choses comme dessin, fond d'écran, wallpaper. On pourrait avoir coloriage aussi qui apparaît souvent. Donc gardez quand même votre cerveau branché, filtrez le hors-sujet, ne vous reposez pas aveuglément là-dessus. Petit clin d'œil au passage, ici il y a un site Discover qui a été épinglé dans un article du Figaro récemment sur Discover et les sites GenAI qui sont censés polluer le web avec des articles et des images inventées. Bon, ben voilà, c'est un site qui fonctionne bien sur Discover, qui apparaît ici aussi sur Google Images sur son entité principale. C'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Dernier exemple, les entités, donc ici, cuisson des asperges. Qu'est-ce qui sort du lot? Qu'est-ce qu'on va repérer ici? Ben, d'une part, une marque, à côté de toutes les choses plus ou moins classiques. Donc une marque qui est bien présente aussi dans les titres qui ressortent bien dans la catégorie cuisine, recettes, alimentation sur Discover. Et ici, Laurent Mariotte, son site, une petite vignette. Donc lui, il n'est pas en haut dans les entités, il n'est pas associé aux asperges de manière aussi forte que Cyril Lignac l'est à la pâtisserie, mais on le voit quand même ici, ça peut être un signe, ça peut être un signal à exploiter pour Discover par exemple. Alors à partir de ça, donc bon, vous imaginez assez simplement le workflow qu'on peut mettre en place. On part d'une entité centrale de notre thématique sur lequel notre site est bien positionné et fort, ou une entité qui est centrale sur l'article qu'on veut traiter. On va utiliser Google Images pour trouver les entités connexes. On filtre les hors-sujets évidents. On fait bien attention. On a vu que ça pouvait être assez pénalisant et on verra plus tard encore comment c'est vraiment crucial de vérifier que cette tendance n'est pas en perte de vitesse. On ajoute ces entités au brief de rédaction pour avoir un contenu plus riche, vraiment ancré, et on va penser à utiliser le maillage interne via des entités communes ou proches pour se relier aux autres articles qu'on a déjà pu écrire. Donc ça, c'est le workflow qu'on peut faire comme ça, juste avec son navigateur. L'autre solution, donc utiliser 1492.vision avec des nouveaux écrans qui sont là vraiment spécifiques, ciblés pour un site, une thématique où on peut avoir des vues extrêmement précises sur ce qui se passe. Donc là, une analyse où on a pris, donc toujours sur le domaine de la cuisine, un site exemple avec quelques concurrents, et on a des rapports qui mettent en évidence les entités avec différents types d'opportunités. Et donc ici, l'exemple classique, moelleux au chocolat. Donc moelleux au chocolat, c'est vraiment enfin, le chocolat des gens en cuisine, les desserts, le moelleux en chocolat, enfin, c'est une des stars de la catégorie cuisine de manière générale. Et là, sur les derniers jours, le site de référence n'a publié aucun article sur le moelleux au chocolat, alors qu'on a 2 domaines compétiteurs qui ont écrit en tout 10 articles, qui ont fait énormément de hits. Donc là, on a un gros manque et on a loupé vraiment des opportunités. On peut aussi détecter des opportunités quand on a fait des articles que les autres ont fait aussi, mais sur lesquels on était beaucoup moins pertinent. Et donc là, on peut creuser pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les autres ont fait sur
cette entité mêlée au chocolat que moi je n'ai pas traitée, quelles sont les autres entités associées qu'ils ont ajoutées dans leurs articles, hein. Peut-être que nous, on l'a traité, mais avec moins d'entités, des choses moins riches et c'est ça qui a fait qu'on a été moins pertinent, qu'on n'a pas été choisi et donc toujours vérifier la tendance. On a aussi, au fil du temps, la tendance en nombre d'articles, en nombre de hits. On peut, vérifier que, bah, le l'entité est toujours tendance, c'est pas quelque chose qui, est en train de disparaître. On verra plus tard ce que ça peut donner sur d'autres exemples. Donc ces tendances et pourquoi les vérifier? On va continuer un petit peu dessus. Ici, on a fait une visu du top 15 des entités sur la thématique alimentation. Donc, les premières, ce sont des entités de type catégorie. On a vu qu'on avait des entités qui sont plus des catégories que vraiment des concepts, des concepts précis, des choses. Donc les 3 premiers, qui restent plus ou moins stables sans surprise, c'est la catégorie cuisine, recettes de cuisine qui sont des aliments. OK, rien de spécial. On voit, on en a parlé juste avant, donc gâteaux, desserts, chocolat qui sont, toujours, présents quand même, assez haut. C'est les grands classiques, les stars de la catégorie. Et on voit ici, Galette des Rois, donc c'est toujours les 2 premiers mois de 2025. Galette des Rois qui était la première entité, hormis ces entités topiques, les 2 premières semaines, qui dégringole, qui finit par disparaître en février. Cyril Lignac, le roi de la galette de la pâtisserie, pareil, première entité de type personne au début de l'année, il dégringole, il finit par disparaître. Si on regarde maintenant de manière un peu plus précise, on a voulu regarder uniquement les entités de type personne. On retrouve donc Cyril Lignac qui est en première position sur le mois de janvier, qui finit par descendre, dégringoler, qui n'est plus là la dernière semaine. À côté de ça, on va trouver Philippe Etchebest qui démarre de nulle part en février, qui monte, qui atterrit à la troisième position. Tandis que Laurent Mariotte, lui, il gigote un petit peu, mais il reste dans le top tout au long des 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout s'explique par l'actualité télé qui façonne complètement les tendances Discover et Discover est extrêmement réactif là-dessus. Hem Cyril Lignac, il avait une émission, Le meilleur pâtissier en fin d'année, plus son association à la pâtisserie La Galette des Rois qui était très très tendance et puis son émission s'est arrêtée. Philippe Etchebest, lui, il s'est mis à publier, des nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a une nouvelle saison de Cauchemar en cuisine qui commence, il devient tendance. Laurent Mariotte, qui a une émission télé régulière, bah, lui se maintient à peu près toujours au même stade. Et donc là, Discover est vraiment très, très réactif là-dessus. Quand on travaillait sur des alertes temps réel, la version, des alertes qu'on a vues avant, mais en vraiment très, 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 très réactif, on a constaté des pics à l'échelle de l'heure, voire de la minute, pendant les émissions elles-mêmes. Des émissions comme, Danse avec les stars ou The Voice, par exemple. On a vraiment vu des entités apparaître dans la minute. Pour faire un petit détour par les titres, on va quitter les entités 5 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande assez fréquemment, c'est est-ce qu'on peut isoler des patterns de titres qui surperforment? Donc effectivement, on peut, isoler en faisant des analyses statistiques sur les titres eux-mêmes. Et on va trouver des choses qui en fait sont très spécifiques à chaque sous-thématique. Plus on va creuser et être spécifique, être serré autour d'une thématique, plus on va avoir vraiment des mots, des n-grammes, des assemblages de mots qui vont se détacher et qui vont être corrélés avec des hits qui vont bien. Mais ce qu'on voit plus nettement encore, et donc on y revient, c'est vraiment l'impact des entités et donc c'est pour ça qu'on insiste dessus, que toute la conf est orientée là-dessus. Donc les titres et les titres accrocheurs notamment, ou les titres avec certains mots vont surtout aider pour le CTR, pour déclencher des clics. Mais à la base, si on mise sur le long terme, ce qui va permettre de vraiment perdurer sur Discover, ce sont des entités pertinentes, cohérentes avec le site, avec sa thématique et qui restent tendance. Et pour donner un exemple, et là ça montre aussi qu'on ne peut, optimiser, qu'on ne peut, vraiment, optimiser que ce qu'on mesure. Si on ne se focalise uniquement sur les titres,
qu'on ne voit pas les entités que Google associe à ces articles, on loupe une partie des infos et on peut arriver à de fausses conclusions. Ici, par exemple, donc toujours des exemples liés à la cuisine. Sur la cuisine, on a pris les tops, là ce sont uniquement des top articles, des articles qui ont vraiment bien marché, et on va regarder quelles sont les entités que Google y a associées. Donc il y a des choses où il n'y a pas trop de surprises, on repère les entités déjà dans le titre, on a Cyril Lignac, Philippe Etchebest qui sont dans le titre, ce sont aussi des entités que Google y a associées, Laurent Mariotte ou ici Famille Ducasse, et on va avoir Alain Ducasse qui apparaît. D'autres choses où c'est moins évident, mais Google l'identifie quand même. Ici, un article du site de Laurent Mariotte, on retrouve Laurent Mariotte dans l'entité, un chef partage, on ne sait pas qui c'est Cyril Lignac, etc. Et des choses un petit peu plus atypiques, où ce qui a pu aider à faire bien fonctionner l'article, en fait, est-ce que ici, cet article a fonctionné parce qu'on avait Super Gourmand, ou est-ce que parce que, comme entité nommée, on avait Nutella? Est-ce que c'est nos meilleures recettes qui ont déclenché plus de clics, ou est-ce que c'est Nutella? Le plaisir d'un chocolat chaud traditionnel, est-ce que c'est Délice hivernale à savourer ou Nesquik? Tel quel, sans creuser plus, la réponse n'est pas forcément évidente, et donc on peut arriver à de fausses conclusions si on ne regarde pas. Pour nous, les entités tendances, voire, comme l'a dit Damien tout à l'heure, atypiques, rares, apportent un plus, et c'est des choses à vraiment ne pas ignorer. Je te repasse la main, Damien, pour les entités donc, qui peuvent vraiment nous pénaliser si on s'est planté. Tout à fait. Alors, ces entités, comme on a dit, on a parlé de bonne entité, c'est pas pour rien. C'est que si jamais on récupère un peu bêtement des entités qui ont marché, je prends les entités qui ont marché à l'aveugle et j'y vais. Le problème de faire ça, c'est qu'une entité, il y a un aspect tendance, il y a un aspect de pic qui va faire que Google Discover, en tout cas, va voir si elle est tendance ou pas. Et si on utilise du coup des entités qui ont marché, mais hier, avant-hier, etc., il y a certaines entités qui sont donc très réactifs au niveau de l'heure et qui peut être tendance même pendant quelques heures et ne plus l'être après, ou même qui peut être tendance 24-48 heures et qu'après il n'y a plus du tout d'aspect de tendance. Et à force d'ajouter des entités qui ne sont plus en mode tendance, qui sont plus tendance pour Discover, on va avoir un signal, un mauvais signal de non-pertinence au niveau de Discover et avoir un site en fait qui dépérit un petit peu, qui perd en affichage Discover au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, alors voilà deux exemples ici. On va se retrouver avec l'entité Galette des Rois. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'il y avait au début donc, du graphe, au tout début, on voit une grosse tendance, effectivement. Et au fur et à mesure du temps, on voit que la tendance descend énormément. À l'inverse, on voit une entité, donc Chandler, qui elle était très très basse, voire elle était à zéro au début. Et là, elle monte énormément avec beaucoup d'impressions sur Discover et beaucoup d'articles qui en parlent. Donc là, on pourrait se dire, même si Galette des Rois n'est pas à zéro, il fait encore de l'impression sur Discover, je pourrais me dire, je vais peut-être arrêter, ou plutôt je vais switcher sur l'entité Chandler au lieu de Galette des Rois. Il faut savoir aussi que Google va, parce que là on voit en fait, on voit un graphe sur une petite période. En fait, ce qui va se passer quand on parle d'entité tendance, ça va être un pic soudain. C'est-à-dire qu'il va faire une moyenne un peu de combien d'impressions fait cette entité-là, pardon, et il va voir que là, il y a un gros pic par rapport à la moyenne de l'année hein, même, et il va bien voir une tendance, donc un gros pic qui se passe par rapport à ce que cette entité fait en affichage.
Alors là, bien sûr, enfin, sur les 2 exemples ici, c'est un petit peu caricatural. Enfin, c'était pour vous montrer un exemple, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais il y a des cas où sur d'autres entités où c'est beaucoup moins évident et on a besoin forcément là d'outils pour voir vraiment ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ici, bah, c'est 2 autres exemples où là, par contre, bah, du coup, c'est quand même un peu plus, enfin, on voit ça de manière plus logique et en plus, c'est pas si là, du pour le coup, c'est pas si évident ça et en tout cas pour Claude Chabrol, surtout si on connaît pas. Au niveau de Claude Chabrol, on va voir, les 2-3 premiers jours, pas de 0 impression. On arrive au 13 et on se retrouve avec une impression ou 2, oui, une impression, et là, ce qu'on peut se dire, si on voit ce graphe à ce moment-là, le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir, donc on voit une seule impression, on peut se dire: «OK, je ne sais pas trop ce qui se passe, c'est peut-être, voilà, une erreur, enfin une coïncidence, il y aura juste une impression, il y aura plus rien». Ou on prend, une autre façon de voir les choses et on se dit: «Il y a une impression, ça veut dire qu'il y a un commencement d'intérêt pour Claude Chabrol, donc je vais commencer à faire des articles dessus et là, pour le coup, bingo sur cette entité-là, on va voir un vrai pic, une vraie tendance, un vrai intérêt des utilisateurs au niveau de cette entité-là. Si je prends la roue du temps, là, pour le coup, on voit qu'il y a un intérêt entre les deux, entre le milieu. Au début, rien et à la fin, plus rien. Donc c'est entre les deux que ça s'est passé, mais on voit toujours un début. C'est-à-dire, il y a toujours un petit début de choses qui se passent et il va falloir faire du prédictif, il va falloir anticiper les choses pour être dans les premiers et vraiment être dans la tendance sur Discover. Et inversement, donc exemple typique, enfin, on a vu ici qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un article qui avait super bien performé, on décide de le copier. 3 jours plus tard, on fait l'article, on n'a pas vérifié la tendance se casse la gueule, on continue à faire des articles en recopiant le sujet de celui qui a bien marché, c'est plus tendance, et ben le louper, on est en dehors des clous et puis on va se faire pénaliser plutôt que de reproduire le succès qu'on a eu ici. On va parler un petit peu des signaux utilisateurs, qui est du coup très important pour Discover et notamment pour popper sur Discover. Et ici, on va parler de 2 cas que l'on a vus au niveau du trafic qui vient des réseaux sociaux. Donc, on a vu des sites qui ont qui ne respectent pas les guidelines, en tout cas de Discover, qui n'ont pas des images au bon format, qui n'ont pas d'auteur identifié, qui n'ont pas voilà un sitemap, qui voilà qui n'ont pas forcément ces fameux tags sur les articles qu'on peut retrouver, etc. Et qui pourtant pop grâce aux réseaux sociaux. Alors voilà le premier exemple, c'est un site Overblog. Donc c'est un blog de passionnés sur des recettes de cuisine. Et ce qui se passe, c'est que ces articles pop sur 6 mois d'affilée sur Discover. Et c'est-à-dire que pendant 6 mois, il a popé, il n'est pas sorti, il n'a pas fait une apparition sans revenir, c'est vraiment sur 6 mois d'affilée. Et donc là, ce qu'on a pu constater sur ce site, c'est qu'à chaque fois qu'un article est publié, on va voir au niveau de la partie des commentaires de l'article, beaucoup de commentaires vivants, voilà, ça discute, ça envoie pas mal de commentaires sur la page. Euh, Aussi, on va voir une grosse communauté au niveau de Facebook et Instagram. C'est-à-dire, on va voir Instagram avec plusieurs milliers d'abonnés. Et à chaque fois qu'un post lié à ces articles de recettes est posté, beaucoup de j'aime et encore beaucoup de partages. Et encore un deuxième exemple, on reste toujours sur les recettes de cuisine, toujours site de passionnés ici avec un site, voilà, pas de passionnés qui montre bien qu'il n'y a pas forcément les choses qui sont respectées au niveau des guidelines de Google et de Discover et qui pourtant, comme on le voit sur le graphe ici, sur un mois d'affilée, il y a au moins un article qui pop. Ces signaux utilisateurs, donc qui sont vraiment cruciaux, comme tout signal, ils sont manipulables
Et chez les éditeurs de sites Made for Discover, c'est un petit peu un sport. En fait, on cherche à feindre une popularité sur les nouveaux articles pour déclencher l'étincelle, un pop Discover. Donc, pour ça, on cherche à maquiller du trafic de basse qualité. Et pour faire ça, on peut rechercher comment, dans l'écosystème Google ou dans les écosystèmes des réseaux sociaux, comment est-ce que les liens sont redirigés pour utiliser le même schéma et donc faire croire à une source de trafic autre que notre source de trafic achetée de basse qualité. Donc on voit un exemple ici avec les liens search.app qui sont utilisés dans l'application Discover pour rediriger les annonces. Donc, quand on analyse ce qui transite, on trouve des liens comme celui-ci, search.app, link égal. Et là, ils sont sympas, ils nous mettent l'URL directement en clair, donc on peut la changer, on peut mettre notre article à la place. Et derrière, ce que quasiment tout le monde oublie, on a des paramètres supplémentaires ici, qui, étrangement, sont toujours les mêmes, donc c'est bien pratique. Et donc pour bien faire les choses, si vous voulez maquiller votre trafic avec ce search.app, ben n'oubliez pas, faites vraiment les choses bien et comme ça se passe dans l'appli Google, mettez l'ensemble des paramètres pour simuler, autant simuler jusqu'au bout. Effectivement, on peut utiliser ce fameux lien cherche.app. Il faut savoir qu'il y a plusieurs, évidemment, techniques. Il y a une technique de YouTube, donc on peut avoir un lien YouTube qui se redirige directement via son URL. On peut le faire aussi via Gmail. Il y a plusieurs d'autres techniques, notamment regarder au niveau, quand vous tapez une entité sur Google, vous arrivez sur Knowledge Graph. Vous avez aussi un lien à partir d'ici qui peut être aussi utilisé pour faire de la redirection. Je n'en dis pas plus. Alors, pour revenir sur ces fameuses nouveautés US qui sont quelque chose de primordial pour comprendre Discover et surtout pour anticiper l'avenir, car c'est vraiment un labo de Discover, puisqu'on va voir des nouveautés, des choses qui vont arriver plus tard en Europe, notamment ici, sur cet exemple-là, on voit une nouvelle carte. Donc, on voit un petit label qui s'appelle Latest Post From, qui va en fait montrer ici des actualités, notamment sportives. Enfin, c'est vraiment exclusivement sportif. Cet encart-là, il se débloque au niveau de l'actualité sportive. Et on va voir uniquement des liens de réseaux sociaux. Ici, on voit que du Twitter, par exemple, mais ça peut être du Twitter, du TikTok, du Instagram et du YouTube. Et on va vraiment avoir uniquement des URL dans ces cartes-là de réseaux sociaux. Ici, ça va nous permettre de revenir sur ces fameuses entités de type produit. Ici, on a une carte avec une URL. Cette URL-là, elle a été identifiée par Google Discover de type shopping, catégorisée shopping, plus que les URL sur Discover sont typées par Discover. Donc même des URL normales, classiques, elles vont être typées de plusieurs façons. Ici, c'est un type shopping, c'est-à-dire que c'est pas forcément un article, un produit d'e-commerce, mais en fait, ça peut être un test de produit, un guide de produit, etc. Où là, comme on peut voir dans ce titre, c'est les 12 voilà, des plus beaux produits qui ont été lancés en 2024. Donc c'est vraiment, ça parle de produits, mais c'est pas un e-commerce. Mais du coup, c'est identifié, catégorisé shopping, et donc Google va rajouter un encart en dessous qui vont être une liste de produits. Donc chaque produit ici sont des entités. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure par rapport à l'historisation des prix, on va se retrouver ici avec le prix vraiment mis à jour au niveau de ces entités. Ici, une nouveauté encore de Discover au niveau des US, donc des États-Unis, qui donne encore énormément d'indications et d'indices. Ici, on va retrouver un label, encore une fois, Trending In dans une catégorie donnée. Donc, Célébrité News ou musique de l'autre côté.
qui sont donc c'est les entités topiques hein, qu'on retrouvait tout à l'heure. Et ici, on voit bien que c'est sur l'article Harry Style. Donc, on voit ici Harry Style Birthday. Et donc, l'entité Harry Style est donc en tendance dans la catégorie Celebrity News. Et on voit donc, du coup, cet article aussi qui est en tendance dans cette catégorie donnée. On va voir que aussi qui est tendance dans la catégorie musique, c'est l'article sur Jungkook euh, sur de la K-pop. Encore des indications vraiment très importantes au niveau du scooter US que ça donne, au niveau de ces petits labels en gris là, c'est que on a un article qui parle de Monster Hunter Wild. On voit une entité Monster Hunter Wild qui d'ailleurs on peut qu'on peut ajouter via le petit plus à côté, ça va nous ajouter l'entité dans notre compte Discover. Et on voit que cette entité-là a été proposée par rapport à mes recherches récentes. Et il indique typiquement, via le label directement, il me l'indique noir et blanc que c'est par rapport à ça. Dernière nouveauté US ici, on se retrouve à un gros encart bleu qui se trouve avant le flux général Discover. Et en fait, ça va renvoyer via la SERP de Google sur un sujet phare qui parlait de SpaceX. Donc ici, c'est l'entité SpaceX qui est tendance, euh, qui était tendance en tout cas au moment de la capture de l'écran. Et SpaceX, c'est une entité que je suis. Donc je suis cette entité-là. Donc forcément, il a mis en avant parce qu'elle était top tendance à ce moment-là. Pour, conclure, résumer un petit peu, enfin, dans le milieu de l'édition, on a tendance à voir Discover un petit peu comme un spot, à part. Pour certains, c'est trop, bling bling, c'est du contenu de basse qualité, on ne veut pas y toucher. D'autres vont estimer que c'est pas dans la ligne éditoriale du média, du site. On fait pas. Ou encore, c'est pas adapté à mon activité. J'ai un e-com, qu'est-ce que j'ai à faire avec Discover? Au contraire, on va avoir un autre public qui voit Discover comme un spot à trafic facile, qu'on va traiter avec du contenu et des sites jetables. On automatise à outrance pour monétiser au plus vite. Et en fait, comme on l'a vu, enfin, le knowledge graph, c'est vraiment l'épine dorsale de Discover, mais pas que. Tout ce qui est entité, tendance, thématique, action utilisateur, tout ça, ce sont autant de signaux qui couvrent vraiment l'ensemble de l'écosystème Google. Et tout ce qu'on fait sur Discover, tout ce qui a un impact sur Discover, peut aussi avoir un impact sur les autres services Google, dont notamment YouTube et les résultats organiques. Avec les leaks, par exemple, ça a mis en avant des algos que Google a toujours réfutés par avant, par exemple l'algo NavBoost qui réordonne les top résultats et donc un impact enfin, quasi mécanique du trafic Discover sur le ranking. Mais on a vu juste avant, avec des indices plus ou moins évidents, d'autres liens plus directs entre la SERP et Google Discover. Qui plus est, la notion de EEAT est elle aussi présente et renforcée par tout ce qu'on peut faire sur Discover. On l'a vu notamment avec les auteurs qui ont leurs entités et tous les liens qu'ils peuvent avoir avec leurs articles, leurs thématiques, le author rank, etc. Et donc, pour conclure, on voudrait en fait vous inviter à prendre du recul et à voir Discover comme élément d'une stratégie globale. On a des usages qui varient et des nouveaux usages plus fragmentés qui sont mis en évidence avec des nouveaux médias comme TikTok ou les shorts YouTube. Et dans ce contexte-là, avec les éléments qui sont communs à tous les produits Google et tous les signaux qui couvrent vraiment l'ensemble des services, plus des choses qui vont avoir de plus en plus d'importance, comme par exemple l'effet sur les LLM et les moteurs de recherche à base d'AI, qui eux se basent aussi très fortement sur les mentions, les relations, des choses comme le GraphRag, qui cherche aussi à construire des graphes sémantiques comme le Knowledge Graph. Il est vraiment important d'intégrer Google Discover à une stratégie globale pour enclencher un cercle vertueux. Et donc, comme on avait fait cette conférence à Marseille,
je voulais, vous proposer une version de l'histoire de la légende de la petite sardine. Ce sont des petits posts Discover au contenu jetable, vite oubliés, quasiment insignifiants tout seuls, mais qui, avec le temps, sur le volume, une fois qu'ils sont bien organisés, rassemblés, structurés de manière cohérente autour d'une thématique, d'un site au contenu plus classique, pourquoi pas un e-com, peuvent apporter du poids, de la crédibilité, de l'autorité et finir par boucher le port. Voilà, donc on a fait en gros un peu plus détaillé, ouais, quand même nettement plus détaillé, ce qu'on avait présenté à Marseille. On indique donc que le service 1492.vision qui, est vraiment enfin une mine d'or de statistiques, d'idées, d'articles, de tendances et notamment, ce qui arrive, qui va arriver bientôt en production d'entités sur, vos sites, les sites des concurrents et ce qui est vraiment tendance. Voilà, bah, suivez la chaîne YouTube, mettez un petit like, ça fera toujours du bien, partagez sur les réseaux sociaux et bah, voilà, on reviendra bientôt avec d'autres contenus. À bientôt. À bientôt.